Au titre de ce journal, au Brésil, au lendemain de l'élection de Lula, les partisans de Jair Bolsonaro ont du mal à digérer la défaite. Beaucoup espèrent un revirement de dernière minute. Au Liban, la crise politique s'enlise avec le départ anticipé de Michel Aoun. Le gouvernement de Mikati entend poursuivre la gestion des affaires courantes. En Allemagne, manifestation contre le réchauffement climatique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au lendemain de l'élection de Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du pays, les chauffeurs routiers mécontents de l'élection ont bloqué des axes routiers dans la matinée d'hier lundi sur l'ensemble du pays. Les partisans du chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, avaient toujours du mal à digérer la défaite. Jair Bolsonaro ne s'est toujours pas exprimé, c'est le silence le plus total, alors que traditionnellement les candidats perdants passent un coup de fil à leur adversaire et reconnaissent publiquement les résultats et la victoire de leur rival. Selon des sources proches du pouvoir, hier soir après l'annonce des résultats, Jair Bolsonaro est parti se coucher à Brasilia où il a passé toute l'après-midi avec ses alliés et notamment son fils Flavio Bolsonaro. Alors impossible de savoir pour l'instant s'il va contester les résultats comme il l'a menacé à de nombreuses reprises ou décider de les reconnaître contre toute attente. En tout cas, hier, du côté de ses partisans qui s'étaient réunis devant sa résidence de Barra de Tijuca à Rio, les partisans semblaient espérer que leur candidat conteste les résultats. Ils criaient à la fraude électorale et donc nous saurons lorsque Jair Bolsonaro décidera de s'exprimer si oui ou non il conteste ces résultats. Dans l'actualité en Ukraine, des cargaisons de céréales ont pu quitter les ports ukrainiens ce vendredi en dépit de la suspension par la Russie de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiens, ceci grâce à la diplomatie turque. En plein milieu de la mer Noire, d'énormes cargos affrétés par le Programme alimentaire mondial avec 30 000 tonnes de blé à leur bord. Direction le Bosphore en Turquie pour ces navires, qui ont finalement pu emprunter le corridor maritime humanitaire. Sous l'impulsion de la Turquie en partie, 16 cargos au total devraient pouvoir circuler de nouveau ce lundi. Le président Erdogan, l'un des garants de l'accord sur les exportations ukrainiennes signé en août dernier, s'est efforcé de rassurer face au spectre d'un retour de la pénurie alimentaire. Avec le mécanisme conjoint que nous avons établi à Istanbul, nous avons fourni 9,3 millions de tonnes de blé ukrainien au monde, ce qui a permis de diminuer relativement les effets de la crise alimentaire. La Turquie va poursuivre ses efforts pour trouver une solution à la crise alimentaire mondiale, en dépit des hésitations de la Russie pour trouver un accord. Un accord suspendu par la Russie vendredi dernier en réponse à des attaques contre sa flotte en Crimée. Ce lundi, le Kremlin a averti qu'appliquer l'accord sans Moscou serait dangereux. Dans un contexte où la Russie est dans l'impossibilité de garantir la sécurité des navires dans ces zones, un tel accord est difficilement applicable. Et cela prend une tournure différente, beaucoup plus risquée, dangereuse. Kiev, de son côté, dénonce un chantage à la faim et dénombre plusieurs dizaines de navires encore bloqués par la Russie. Toujours en Ukraine, des installations énergétiques ont été la cible des frappes de l'armée russe hier lundi dans plusieurs régions du pays. Ces frappes ont occasionné la privation d'eau et d'électricité aux populations. Une attaque massive russe était en cours ce lundi matin contre des installations énergétiques dans plusieurs régions ukrainiennes. Selon ces images, publiées par le ministère russe de la Défense, ces missiles seraient lancés pour frapper le territoire ukrainien. Mais l'endroit où la vidéo a été filmée n'a pas été communiqué. D'après l'armée ukrainienne, plus de 50 missiles de croisière ont été lancés sur l'Ukraine depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Roustov. Plusieurs villes ont été touchées, dont Kiev, Kharkiv et Zaporijia.
Les partis politiques israéliens envisagent s'unir pour donner leur suffrage à l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé autrefois de corruption. Les derniers sondages créditaient le bloc de droite de Netanyahou de 60% des sièges contre 56% pour Yair Lapid, le Premier ministre centriste sortant. J-1 avant les élections législatives israéliennes. Dans les rues de Tel Aviv, difficile de passer à côté. Les candidats sont partout, à commencer par Benjamin Netanyahou, l'inoxydable ancien Premier ministre de l'État hébreu. Accusé de corruption, il pourrait faire son retour au pouvoir. Les législatives de demain seront les 5e en 3 ans et demi, de quoi désespérer les Israéliens. À mon avis, il n'y a aucune chance que ce soit la dernière élection. Beaucoup de gens que je connais n'en peuvent plus, car ils ne voient pas d'horizon. Ils ne voient pas de stabilité future ou de ligne solide pour une période suffisamment longue. Je ne sais même pas pour qui voter. C'est terriblement confus, je ne comprends pas. Il semble qu'il n'y ait personne à qui faire confiance. Ces derniers jours, la campagne s'est accélérée, les candidats étaient en déplacement dans le pays. S'il veut être nommé Premier ministre, Benjamin Netanyahou va devoir rassembler tout le bloc de droite autour de lui, en incluant l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Face à lui, son principal rival, Yair Lapid, le chef du gouvernement sortant, qui se situe plus au centre. Il avait réussi à mettre sur pied une coalition hétéroclite, avec le soutien notamment des formations arabes, coalition qui a finalement fait long feu. Ces élections surviennent alors que les tensions sont vives en Cisjordanie occupée. 2 attaques menées par des Palestiniens ont eu lieu notamment près d'Hébron. Ces derniers mois, l'armée israélienne y a mené des centaines d'opérations, faisant plus de 120 morts. Un contexte étouffant qui pourrait bien avantager la droite dure lors du scrutin de mardi. À Munich, les membres de Scientist Rebellion, un collectif de scientifiques activistes, multiplient les actions de désobéissance civile non violente. Ils ont bloqué une rue pour alerter sur l'urgence climatique ce lundi. Au Liban, la crise politique s'amplifie avec le départ de Michel Aoun à la veille de la fin de son mandat, laissant vacant le siège présidentiel. Dans un pays miné par une crise économique et sociopolitique sans précédent, l'avenir s'annonce incertain. Sans successeur à qui remettre son pouvoir, Michel Aoun n'a pas quitté le palais de Baabda tout à fait seul. Sur la place adjacente, des milliers de partisans du courant patriotique libre, ce parti qu'il a fondé il y a 30 ans, s'étaient rassemblés pour l'acclamer. Un départ qui n'avait rien d'un adieu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Une deuxième phase qui sera très fatigante car nous ne pourrons nous détendre qu'après avoir mis fin à cette souffrance qui nous a été imposée. Nous devons sortir le pays de l'ornière profonde dans laquelle mes rivaux nous ont mis. À défaut d'une cérémonie de passation de pouvoir, le président libanais s'est ensuite offert un bain de foule gigantesque jusqu'à sa demeure privée dans une banlieue huppée de la capitale. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de fierté. Ce n'est pas un adieu. Il a toujours été et sera toujours président avant et après son mandat. Nous sommes fiers de lui et nous sommes ici pour lui dire que nous serons toujours avec lui. C'est un moment historique. Lorsque le général Aoun a commencé son mandat il y a 6 ans, c'était avec le peuple. Aujourd'hui, il quitte le palais pour terminer son combat, avec le peuple à ses côtés. En quittant son poste à la veille de l'expiration de son mandat, Michel Aoun aggrave un peu plus le blocage politique. Le président chrétien maronite a signé un décret contestant le droit de diriger le pays au Premier ministre démissionnaire Najib Mikati, musulman sunnite, qui tente depuis des mois de former un nouveau gouvernement sans y parvenir en raison des divergences avec le CPL de Michel Aoun, allié du Hezbollah. Ni le camp du puissant mouvement armé musulman chiite, ni celui de ses opposants ne disposent d'une majorité claire pour imposer un candidat, une vacance du pouvoir, une paralysie des institutions malvenues, alors que le pays du Cèdre s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise économique. En Iran, les manifestations contre le régime islamiste se poursuivent. Plus d'1 mois après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, c'est dans ce contexte que le pouvoir prévoit de tenir cette semaine des procès publics dont milliers de manifestants mis aux arrêts.
Des slogans hostiles à l'ayatollah Khamenei qui galvanisent les foules. Partout devant les campus universitaires iraniens, comme ici à Sadra, les cris de colère d'une jeunesse iranienne révoltée. Avec parfois le risque de débordement, comme lors de cette scène à Téhéran, où un anonyme dans la foule dégaine son arme et tire. Dans la capitale comme dans d'autres villes, les manifestants sont dispersés à coups de lacrymogènes. Des miliciens ont même tiré à balles réelles en direction des protestataires. Plusieurs centaines de personnes auraient été tuées, 14 000 arrestations selon des défenseurs des droits de l'homme, alors que l'Iran est en proie depuis 7 semaines à un vaste mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. En réponse, le régime intensifie la répression et samedi dernier, le chef des gardiens de la révolution en personne a exhorté les manifestants qualifiés d'émeutiers à ne plus investir la rue. À l'heure où l'UE et Berlin envisagent de placer l'armée idéologique de l'Iran sur la liste noire des organisations terroristes. Les gardiens de la révolution sont l'organe militaire officiel de la République islamique et cette action est totalement illégale. L'Union européenne avait adopté le 17 octobre dernier des sanctions contre la police des mœurs et 11 dirigeants iraniens. Les Pasdaran, quant à eux, figurent déjà aux États-Unis sur la liste noire des entités terroristes. Le conflit dans le Haut-Karabakh était au centre des discussions ce lundi à Sotchi, en Russie, entre le dirigeant russe Vladimir Poutine et les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Moscou tient visiblement à continuer à piloter les négociations. En pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine cherche à réaffirmer son influence dans le Caucase. À Sotchi, dans le sud de son pays, le président russe a reçu le premier ministre arménien Nikol Pachinian, suivi du président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, pour parler du conflit dans le Haut-Karabakh. En 2020, Moscou avait réussi à obtenir un accord de cessez-le-feu après la mort de 6500 personnes des deux côtés. Mais en septembre, une nouvelle flambée des tensions au sujet de la région enclavée en Azerbaïdjan, mais peuplée de nombreux Arméniens, a fait presque 300 morts. Alors que l'Union européenne et les États-Unis ont pris l'initiative d'organiser des négociations de paix ces derniers mois, la Russie veut rester un médiateur central dans l'apaisement de ce conflit post-soviétique. À l'issue de ce sommet, Bakou et Erevan se sont engagés à ne pas recourir à la force pour trouver une solution à cette dispute qui dure depuis plus de 30 ans. Sport, Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille dispute les 8e de finale ce mardi 1er novembre face à Tottenham, comptant pour la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. L'entraîneur Igor Tudor envisage coûte que coûte une victoire après sa défaite contre Francfort le 26 octobre dernier. Comme j'ai déjà dit, on va être sérieux, bien organisé avec nos compétences, nos qualités, nos atouts, en respectant l'adversaire. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.